19h45, la barre. Bonsoir, messieurs, dames, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle session d'information du dimanche 23 janvier 2022. Sur ce plateau, comme invité du journal, Alidou Moukela, le témoin lui a été passé le vendredi dernier en tant que nouveau secrétaire général de la Confédération nigérienne du travail. Avec lui, on parlera de ce qui sera ses priorités. Monsieur Moukela, bonsoir. Bonsoir. Soyez le bienvenu sur ce plateau. C'est toujours un plaisir d'être avec vous. Voilà, en attendant, on va suivre ce qui a constitué l'actualité de cette journée. Le SINASAT, le syndicat national des agents de santé de terrain en grève d'une semaine du 21 au 27 janvier 2022 pour cause à plusieurs points inscrits dans leur plateforme revendicative ne trouvent pas de solution. Plus de précisions avec Mahaman Sani Taïrou, le secrétaire général adjoint du SINASAT. Nous avons déposé un préavis de grève d'une semaine, allant du 21 au 27 janvier 2022. Et un certain nombre de points ont été inscrits dans notre plateforme revendicative. Le premier point, c'est surtout le paiement des arrêts de pécule des contractuels. Ces arrêts n'ont pas été jusque-là épongés. Donc nous ignorons, nous, vraiment à notre niveau, et les motifs de cette lenteur-là de non-paiement. Tantôt nous sommes au niveau des finances, tantôt au niveau du ministère de la Santé, de la Population et des Affaires sociales, tantôt au niveau du Niger. Donc vraiment, nous ignorons les motifs vraiment de cette lenteur-là pour que le paiement puisse en tout cas démarrer dans de très bonnes conditions. Et le deuxième point, c'est vraiment le paiement de pécule à terme échu. Ça, c'est vraiment un cri de cœur. Pendant que certains super nigériens perçoivent leur salaire le 22, le 27 du mois, nous percevons nos pécules pendant la deuxième décade du mois en cours. Donc, et c'est le pécule du mois précédent, ce qui n'est pas vraiment juste. Ça, c'est injuste, c'est inadmissible. Le troisième point, c'est surtout le recrutement des agents de santé vraiment contractuels à la fonction publique. Et nous avons signé un protocole d'accord le 19 décembre 2018. Et le contenu de ce protocole d'accord n'est pas encore vraiment respecté. C'est vrai, la première phase a été amorcée, à travers laquelle on a eu vraiment le recrutement de quelque chose de 400 comment on appelle ça, contractuels à la fonction publique sans concours. Donc ça, c'est le recrutement de 2020. Donc depuis ce recrutement de 2020, là, aucun recrutement n'a eu lieu. Donc ça, c'est vraiment un cri de cœur. Et nous souhaitons vraiment à ces clients un recrutement. Ce qui reste effectif de ce contractuel-là, c'est juste un nombre insignifiant par rapport au cas vraiment des femmes affectées par-ci, par-là. Les femmes mariées, évidemment. Vous savez, votre mari est à Fachi, on vous affecte à Bilma, donc c'est vraiment pas judiciaire. Donc nous voudrons vraiment revoir cette situation-là pour que, en tout cas, chaque femme puisse être à côté de son mari. Mise en danger de la vie d'autrui, c'est sur ces chefs d'accusation que sera poursuivi désormais tout celui qui sera pris dans la pratique de rodéo ou encore draft, une pratique qui prend de plus en plus de l'ampleur dans les quartiers, les devantures des écoles et qui n'est pas sans conséquence sur la vie d'autrui, suivant les explications du procureur de la République près du tribunal de grande instance hors classe de Niamey. Certains comportements qui sont constatés dans la ville de Niamey. Il n'est pas rare de voir des jeunes qui prennent des véhicules, notamment des Mercedes, un Mercedes 100 ou 200, sans plaque souvent, avec des vitres fumées. On vient dans un quartier, on soulève la poussière, on dit qu'on fait rodéo. Et même, ils ne savent même pas ce qui se passe autour d'eux. À plus forte raison, les gens qui sont autour. Ça s'appelle purement et simplement mise en danger de la vie d'autrui. C'est des comportements qui ne sont pas acceptables. Honnêtement, et c'est des comportements qui prennent de l'ampleur. Je profite de cette occasion pour attirer l'attention des uns et des autres. Nous allons être très regardants sur ce genre de pratiques. Et tout celui qui se fera prendre, on va le traduire devant les juridictions et il aura à faire face à la rigueur de la loi. C'est des comportements qui ne sont pas du tout tolérables dans une vie en République. Et nous allons veiller à ce que ça cesse. Je voudrais que ces messages soient clairement entendus.
Parlons météo dans cette édition. Le froid devient de plus en plus intense, notamment ces derniers jours sur l'ensemble du territoire national. Ce froid est accompagné par des vents poussiéreux par endroits. Cette baisse de température va encore persister dans certaines régions du pays, nous indique la météo. Précision avec Oumarou Ousmane Bawa de la Direction nationale de la météorologie. Depuis le 17 janvier 2022, nous avons une descente d'air froid sur le pays. On peut l'observer ici sur le modèle. Vous voyez très bien que ici sur la partie nord du Niger, nous avons cette langue froide qui est là. Un peu sur le sud de la Libye, le sud de l'Algérie, nous avons même des températures qui sont en deçà de 0 degré. Du moment que nous avons cette propagation et cette descente d'air froid du nord vers l'ouest, et également, comme si nous sommes pendant la période de l'Harmattan, c'est normal que nous avons les vents qui, d'est vers l'ouest. Donc, en gros, ce que nous pouvons dire, cette descente d'air froid observée sur la partie nord de l'Afrique qui affecte le nord du Niger, n'est-ce pas, est en train d'affecter également la bande sud du pays. Et vous voyez très bien que sur les régions du fleuve, où nous avons l'habitude d'avoir des températures entre 18 et 20 degrés Celsius, ces dernières 24 à 48 heures, on a mis jusqu'à 13,7 degrés Celsius. Nous avons une baisse très significative sur le pays, d'à peu près 3 à 5 degrés Celsius sur les régions du fleuve et de 1 à 3 degrés Celsius sur la partie est du Niger. Donc, ce qui explique cela, et c'est suite à cette descente d'air froid que nous sommes en train d'observer. Et cette descente d'air froid, nous savons très bien qu'au niveau de l'altitude moyenne, un peu l'Europe du Sud, c'est l'hiver, il fait excessivement froid là-bas, et c'est normal, comme l'air n'a pas de frontières, qu'on ait cette interconnexion entre les régions. D'après nos prévisions ce matin, cette situation va persister. On peut bien le regarder sur le modèle. Vous voyez très bien, si on fait la comparaison de cette descente d'air froid, vous voyez très bien, la couleur bleu foncé montre déjà que les températures sont négatives. Alors qu'ici, la couleur bleu ciel, on voit que les températures sont en deçà de 5 degrés Celsius, comme à Bilma ici. Et cette situation va persister. Et un autre paramètre sur lequel je voulais également faire mention, c'est la poussière. Parce qu'il y a certes la fraîcheur qui est là, mais nous avons quand même une persistance de la poussière en suspension. Et cette poussière également, surtout en cours d'après-midi, joue aussi à un effet radiatif. Donc quand la poussière persiste de l'après-midi, et le plus souvent c'est la nuit même que nous sentons le plus souvent cette fraîcheur également au petit matin. Donc ça veut dire que la température va encore baisser davantage parce que nous avons une dense poussière en suspension sur le pays. Cérémonie de passage de témoins vendredi dernier au siège de la Confédération nigérienne du travail CNT entre le secrétaire général sortant et celui entrant de la dite centrale syndicale. Une cérémonie qui a été rehaussée par la présence de plusieurs membres fondateurs de la CNT. Le résumé avec Ismaël Mounier et Sadoudoumi. Remise de paraphère et cachée. Poignée de main. À travers ce geste, l'ancien bureau de la Confédération nigérienne du travail CNT, dont à sa tête le syndicaliste de renom Sako Mamadou, cède ainsi sa place à une nouvelle équipe dirigée par le charismatique Moukela Halidou. Présent à cette cérémonie, les membres fondateurs de la centrale saluent l'engagement syndical du SIG sortant et entrant. Je ne peux donc qu'être fier de prendre la parole à l'occasion de cette cérémonie pour honorer le travail accompli. Mais ce dont je suis particulièrement fier, c'est de voir la CNT tisser à vie une solide amitié avec des organisations sœurs. Je demande à mon jeune frère, dont je connais les capacités, à faire mieux que le camarade Sako. Vous allez voir que les choses vont marcher de telle manière que l'aura de la CNT dépassera les frontières africaines. Tant d'années de sacrifices ultimes dans une organisation syndicale devenue représentative au Niger et au-delà de nos frontières. Le secrétaire général sortant n'en doute point que le nouveau secrétaire général va amener à bon port la CNT. La CNT a beaucoup de cadres valables,
Mais nous avons réfléchi pendant toutes ces années, depuis que nous avons commencé à travailler avec le camarade Alidou. Nous avons remarqué ses capacités de mobilisation. Tout. Il a le profil pour prendre en charge la CNT et conduire la CNT à bon port. Faire mieux que ce que nous avons fait. Après avoir taillé de loge, l'ancien secrétaire général, le nouveau capitaine de la CNT, rassure ses aînés et son prédécesseur de faire de son mieux pour le renommement de la centrale. Le travail qui nous est confié peut être rude, mais pas impossible quand même à relever. Il y a des défis majeurs. C'est d'abord donner la place à la CNT qu'elle mérite, c'est-à-dire être la première centrale sur l'échiquier syndical nigérien. La lutte peut ne pas être facile, comme je l'ai dit, mais si nous sommes investis, il ne s'agit pas de l'investiture d'un secrétaire général. C'est un bureau qui vient d'être investi à travailler, donc un travail d'équipe. Et si aujourd'hui, la CNT, au niveau national, au niveau sous-régional, comme au niveau international, est reconnue, c'est d'abord parce que les gens se sont battus, les hommes et les femmes. Et les deux anciens qui sont là ont dit tout ce qu'il y a de bon du camarade Sako, parce qu'il faut comprendre qu'il y a les relations aussi personnelles qui font grandir une organisation. C'est sur ce nouveau bureau composé de 43 membres, dont à sa tête Moukaïl Haloudou, qui repose désormais l'avenir de cette centrale syndicale, et c'est là pour les 4 ans à venir. Pour rappel, la CNT a vu le jour en 1996. Voilà, c'était là la cérémonie de passage des témoins. Vous avez désormais la lourde tâche de conduire la destinée de cette centrale syndicale. Alors, Alidou Moukela, nouveau SG de la CNT, quelles sont d'abord vos priorités pendant ce mandat? Merci, M. Nasser. Je voudrais d'abord rendre grâce à Dieu qui nous a montré ces jours, mais aussi je voudrais profiter de votre plateau quand même pour en tout cas témoigner toute notre reconnaissance aux membres fondateurs de la CNT, mais également à l'ancienne équipe dirigée par Sako Mamadou, qui vient de passer le témoin au nouveau bureau, pour le travail abattu pour amener en tout cas la CNT au stade actuel où elle se trouve. J'avoue que lors de ce passage de témoin que nous venons de suivre tout à l'heure, lorsque Moustapha Kadi, membre fondateur de la CNT, faisait encore un peu l'historique de la création, mais aussi les conditions dans lesquelles la CNT a été implantée dans les différentes régions, tous ceux qui étaient dans la salle ont quand même eu en tout cas la chair de poule, parce que beaucoup de témoignages ont été faits. Cela prouve que ça n'a pas été facile. Mais aujourd'hui, la fierté, c'est que la CNT est arrivée à un stade où on est obligé de compter avec elle, que ce soit au niveau national, au niveau régional et même au niveau international. Donc, en tout cas, c'est ce témoignage que j'ai tenu d'abord à faire. L'autre aspect, pour répondre à votre question, en termes de priorité, il faut dire que nous sommes un bureau qui vient d'être installé et nous avons un cahier de charges. Nous avons un cahier de recherche et nous sortons d'un congrès où il y a eu des résolutions et des recommandations qui nous ont en tout cas été léguées par ce congrès-là. Notre objectif, c'est qu'à la fin de ce mandat, que nous puissions en tout cas honorer les engagements que nous avons pris devant Dieu et devant en tout cas les délégués à ce congrès-là, pour que toutes ces résolutions en tout cas puissent trouver de solutions. Mais également, l'autre question, en termes de priorité, comme nous l'avons dit lors de ce passage de témoin, c'est de faire en sorte que la CNT puisse être... C'est vrai que nous sommes parmi les centrales les plus, je dis bien les plus représentatives, mais faire en sorte que la CNT puisse être la centrale la première, la plus représentative, en tout cas sur l'échiquier politique, sur l'échiquier, j'allais dire, syndical national. C'est-à-dire que nous allons mettre en place la politique de la CNT que nous avons déjà trouvée, cette politique que les doyens nous ont léguée, c'est-à-dire faire en sorte que
la CNT puisse être représentée dans tous les secteurs, en tout cas, de ce pays-là. Donc voilà un peu le premier travail que nous avons. Mais la question fondamentale qui nous tient à cœur avant même de prendre en tout cas les destinées de cette centrale en main, c'est de faire en sorte que toutes les organisations syndicales de ce pays puissent se retrouver dans un cadre fédérateur. Parce que, comme on l'a dit, plus nous sommes unis, plus nous avons en tout cas intérêt à avoir des acquis pour les travailleurs de ce pays-là, parce que c'est aussi ça notre credo, faire en sorte que les travailleurs nigériens, hommes et femmes, partout où ils se trouvent, puissent véritablement, en tout cas, être dans leurs droits, faire en sorte que les conditions de travail puissent être respectées et faire en sorte que, en tout cas, les bénéfices, j'allais dire, le climat social qui repose aujourd'hui en grande partie sur les travailleurs du Niger puisse véritablement être un acquis pour l'ensemble des travailleurs. Donc, comme je l'ai dit, c'est le cadre fédérateur. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a des cadres qui sont créés, mais notre ambition, c'est de faire en sorte que tous ces regroupements-là ou toutes ces organisations syndicales, que ce soit les centrales représentatives, comme les centrales qui n'ont pas été représentatives lors des dernières élections professionnelles, en tout cas pour nous, il n'y a pas de distinguo parce que le travail que nous avons, c'est pour le bonheur des travailleurs du Niger. Nous ne faisons pas la distinction entre un travailleur qui est à la CNT ou un travailleur qui est dans une autre organisation syndicale. L'objectif que nous avons à la CNT, c'est le bonheur des travailleurs nigériens de manière générale. Donc pour nous, que les centrales qui ne sont pas représentatives aussi puissent avoir leur mot à dire, c'est-à-dire faire en sorte que dans le cadre de concertation, qu'on puisse prendre aussi leur avis, parce que ce n'est pas parce qu'on est centrale représentative qu'on pense maîtriser tout et tout. Donc pour nous, faire en sorte que dans ce cadre fédérateur, qu'ensemble nous échangions, que nous puissions en tout cas avoir une même vision et défendre de manière générale et en tout cas et de manière commune les préoccupations, ou j'allais dire des travailleurs du Niger pour le bénéfice en tout cas de notre pays. Voilà en termes de priorité ce que nous envisageons, comme je l'ai dit, et ce n'est pas à occulter aussi les instructions que nous avons reçues de notre congrès, parce que c'est à un congrès que nous allons rendre compte. Donc tout ce que le congrès nous a demandé de faire, c'est ça d'abord notre priorité et c'est ce que nous allons mettre en œuvre. Est-ce que durant ce mandat, il y aura une touche spéciale Moukela Halidou? Est-ce qu'il y aura des réformes? Vous savez, c'est encore très tôt. Lorsqu'on prend la relève ou qu'on succède à un doyen comme Sako Mamadou qui a dirigé la CNT pendant presque 17 ans aujourd'hui, j'avoue qu'il serait difficile, et c'est pour ça d'ailleurs que le Congrès a fait de lui, en tout cas, conseiller président d'honneur. C'est-à-dire que c'est vrai, il n'est pas secrétaire de la CNT, mais il n'est pas aussi loin de la CNT parce que nous aurons besoin toujours de ses conseils, nous aurons besoin en tout cas de son appui, et pas lui seulement. Et vous avez vu lors de ce passage de témoins, les témoignages des anciens membres fondateurs qui ont beaucoup d'espoir sur le nouveau bureau qui vient d'être installé. S'il doit y avoir en tout cas une insigne, ce n'est pas Moukela Halidou, mais c'est peut-être un truc pour le bureau actuel, parce que une organisation syndicale, ce n'est pas un individu, ce n'est pas une personne, c'est un travail d'équipe, et je pense que l'équipe qui a été mise en place sera capable de relever les défis auxquels nous faisons face aujourd'hui. Alors, monsieur le secrétaire général, quelle appréciation faites-vous de la situation sociale du Niger? Oui, la situation sociale du Niger, vous savez, avant les élections générales, était vraiment très tendue. Et même aujourd'hui, encore, puisqu'il y a encore des prisonniers, n'est-ce pas, politiques, des prisonniers d'opinion. Moi, je pense que, vu l'engagement du président élu, le président Bazoum, qui est aujourd'hui président de la République du Niger, vu son engagement à apaiser le climat social avec les différentes rencontres initiées. Et d'ailleurs, nous, en tant que centrale syndicale, nous avons été reçus par le président de la République, où nous avions échangé de toutes les questions concernant d'abord les travailleurs, mais sur les questions de notre pays, parce que en tant qu'organisation syndicale aussi, nous avons notre droit de regard par rapport à la vie de notre pays. Et c'est pour cette raison que nous avons fait beaucoup de suggestions au président de la République et il a pris acte. Et je pense que
aujourd'hui, c'est de son intérêt et de l'intérêt national, n'est-ce pas, d'abord de procéder à la libération de tous ces leaders d'opinion-là. D'abord, quand vous voyez des gens qui, sur simple fait de poursuite des messages sur WhatsApp, qui sont interpellés, j'ai encore une pensée, en tout cas, à tout ce beau monde-là, à peu près 400 personnes qui sont détenues dans les différentes prisons de notre pays. Je me dis qu'aujourd'hui, au vu d'abord de la situation actuelle de notre pays, mais du climat de la sous-région, pour moi, aujourd'hui, si je dois donner un conseil au président de la République, c'est de l'amener, en tout cas, à créer les conditions pour que tous ces prisonniers d'opinion, parce que les prisonniers d'opinion aussi sont des prisonniers politiques, qu'on puisse les libérer et que la sérénité revienne pour que nous puissions mettre en avant l'intérêt de notre pays. Nous allons nous battre en tant qu'organisation syndicale, en tant que centrale syndicale, pour que dans toutes nos actions, que nous ne puissions que voir l'intérêt de notre pays et rien que le pays. Alors, comment suivez-vous la situation de notre voisin, le Mali, la situation sociale? Mais écoutez, c'est pour ça que je viens de faire cette suggestion tout à l'heure, parce que ce qui est arrivé au Mali, vous avez vu aujourd'hui les petits mouvements, en tout cas récents, que nous avons vus sur les réseaux et même sur les médias internationaux au niveau de notre pays, de l'autre pays, en tout cas voisin et frère, le Burkina Faso. Moi, je me dis que c'est des situations qui arrivent du fait d'abord de la mauvaise gouvernance, n'est-ce pas, la malgouvernance, mais aussi surtout de manque de démocratie. Manque de démocratie en ce sens que les libertés individuelles et collectives ne sont pas respectées, que, n'est-ce pas, la justice sociale n'est pas au rendez-vous et l'injustice aujourd'hui crée plus, n'est-ce pas, de problèmes que même ce que nous sommes en train de vivre avec les djihadistes. Donc pour moi aujourd'hui, ce qui est arrivé au Mali, c'est cette situation. Mais ce qu'il faut déplorer aujourd'hui, c'est la précipitation avec laquelle les pays membres de la CEDEAO et de l'UEMOA, en tout cas, ont pris des sanctions qui, si je me réfère, en tout cas au propos de notre président, le président Bazoum, lors d'une conférence que j'ai suivie encore récemment, en tout cas ça a été rediffusé à Paris avec Macron, où il disait que les fermetures de frontières ne font pas partie, n'est-ce pas, des sanctions prévues par la CEDEAO. Mais aujourd'hui, quelques mois après, on se rend compte que la CEDEAO a pris cette grave décision de fermer les frontières. Et vous avez vu, avec la fermeture de ces frontières, ce n'est même plus le Mali qui s'inquiète. Ce sont les pays voisins qui s'inquiètent, notamment le Sénégal, le Burkina, n'est-ce pas, et autres. Et vous avez vu ce qui s'est passé au Sénégal avant que ça n'arrive au Burkina, où il y a eu des manifestations violentes, où des gens étaient même partis pour demander à ce que les barrières puissent être cassées et permettre en tout cas à ce que les camions puissent traverser la frontière. Aujourd'hui, s'il y a ceux qui doivent avoir plus de problèmes dans la crise malienne, c'est bel et bien le Niger. Parce que le Niger, en tout cas, partage une longue, en tout cas, frontière avec le Mali voisin, et une frontière qui, à mon sens, n'est pas du tout contrôlée. Parce que si du côté nigérien, on estime quand même que les FDS sont positionnés un peu partout, mais du côté malien, où on voit qu'aujourd'hui, les djihadistes font la loi, en tout cas, sur toute la frontière, et c'est même ce qui nous fait rire à un moment, quand on dit que les frontières sont fermées. J'ai posé la question une fois, j'ai dit, mais de quelles frontières on parle? Des frontières que nous-mêmes, on ne contrôle pas. Qui va fermer ces frontières-là? Et la preuve, vous avez vu que, à tort ou à raison, on dit que les djihadistes sont en train de quitter le Mali pour se réfugier vers le Niger. Donc voilà que nous risquerons de prendre un coup si on ne prend garde. Donc pour moi aujourd'hui, il faut que les institutions, n'est-ce pas, sous-régionales reviennent sur leur position et qu'ils comprennent que nous n'avons d'intérêt qu'entre Africains. Et que les intérêts, en tout cas des Occidentaux, ne peuvent pas être aujourd'hui des intérêts, n'est-ce pas, africains. Et je me demande aujourd'hui, qu'est-ce que nous faisons de l'intégration africaine, tant prônée par, en tout cas, les anciens chefs d'État et même ces chefs d'État qui nous gouvernent aujourd'hui. Et c'est pour toutes ces raisons que moi, j'estime qu'aujourd'hui, la crise malienne est une préoccupation majeure pour d'abord le Mali que ça concerne, mais pour tous les pays de la sous-région. Et c'est pour cette raison que nous, au niveau de la CNT, nous n'avions pas hésité un instant à apporter notre soutien à travers un communiqué de presse en tout cas rendu public aux travailleurs maliens. Parce qu'aujourd'hui, nous avons un partenariat avec l'Union nationale des travailleurs maliens, n'est-ce pas, l'UNTM, mais aussi avec la deuxième centrale syndicale, parce qu'ils ont juste 2 centrales syndicales. Donc pour nous, notre première préoccupation, c'est d'abord dans quelle situation se trouvent aujourd'hui les travailleurs maliens au vu de ces sanctions imposées
par l'UEMOA et la CEDEAO. Deuxième chose, en tant que pays frères et amis, nous n'avions pas hésité un instant aussi à apporter notre soutien au peuple malien, parce que ce qui touche aujourd'hui le peuple malien touche aujourd'hui aussi le peuple nigérien. Donc pour nous, il n'y a pas de distinction entre le Mali et le Niger. Et c'est pour cela que nous demandons, en tout cas humblement, au président de la République, puisque le Niger est encore membre de l'UEMOA, membre de la CEDEAO, en cas d'user de ces relations pour que ces sanctions-là puissent être levées et que des discussions puissent reprendre avec la junte au pouvoir aujourd'hui au Mali pour voir dans quelles conditions on peut trouver, n'est-ce pas, le juste milieu pour permettre à ce que le Mali puisse aussi revenir à l'ordre constitutionnel normal. Voilà un peu, en tout cas, notre lecture par rapport à toutes ces questions et je pense quand même que les jours à venir nous édifieront un peu beaucoup plus et surtout avec les événements, comme je l'ai dit tout à l'heure, survenu au Burkina cette journée, depuis ce matin, que cela puisse appeler ou faire en sorte que les différents chefs d'État, en tout cas de la CEDEAO et surtout des pays qui entourent le Mali, prennent conscience de ce qui est arrivé au Burkina pour que cela ne puisse pas en tout cas aussi faire tache d'huile dans les autres pays. Parce que c'est des soulèvements populaires, c'est le ras-le-bol, n'est-ce pas, des populations, c'est des situations, n'est-ce pas, d'étouffement de la démocratie, comme je l'ai dit, parce que lorsqu'on empêche à un peuple de manifester, on l'étouffe au moment où c'est comme un œuf, quelles que soient les conditions, un jour ça va s'éclater et puis voilà un peu, c'est où on trouve le poussin en vie, où on le trouve mort avec tout ce que ça comporte comme, n'est-ce pas, chose. Donc pour nous, faisons en sorte que d'abord que la démocratie puisse être notre cheval de bataille. Deuxième chose, la justice sociale, parce qu'on ne peut pas bâtir une démocratie et on ne peut pas gouverner un pays avec l'injustice. Ce que nous constatons aujourd'hui, l'injustice telle que nous la voyons aujourd'hui, même dans notre pays et dans les pays voisins, je pense que c'est aussi au centre des préoccupations et c'est au centre de ce qui arrive dans la sous-région à l'heure actuelle. Moukela Alidou, merci. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Je rappelle que vous êtes le tout nouveau secrétaire général de la Confédération nigérienne de travail. C'est également tout pour ces 19h45 de la télévision Labari. Merci à vous de l'avoir suivi. Au revoir.